Bonsoir Michel, ravi Bonsoir. de vous retrouver à travers le web. Bon, alors, moi, d'abord, j'ai quand même une première question. Michel Moutot, votre nom, en fait, est de plus en plus connu dans le milieu littéraire. Comment bon, si, quand même, disons, cette belle aventure a commencé en quelle année et comment et pourquoi? En fait, ça a commencé en 2013, si je me souviens bien, ouais. Tout simplement par une rencontre. En fait, tous mes livres sont nés de rencontres. Donc, moi je suis journaliste et donc ma femme, qui est aussi journaliste, rentrait du Groenland, où elle était partie avec un personnage assez extraordinaire qui s'appelle Nicolas Dubreuil, qui lui servait de guide, ce qu'on appelle fixeur dans notre métier. Et Nicolas, qui est un aventurier polaire, avait été contacté par une maison d'édition pour raconter sa vie qui est vraiment hors du commun. Et il se trouve qu'en parlant, on s'est aperçu que lui, qui est assez, c'est un scientifique, hein, c'est un vrai scientifique, mais c'est pas un littéraire, savait pas trop comment aborder la biographie. Et moi, je me suis proposé, en fait, surtout, essentiellement, pour partir avec lui au Groenland, parce que moi, je rêvais d'aller chasser le phoque avec lui au Groenland. Et je me suis proposé pour être son nègre, en fait, tout à fait, enfin, c'est tout à fait autorisé et déclaré. Donc, ça a été publié par les éditions La Martinière. On est parti 3 semaines au Groenland et en fait, j'ai attrapé le virus en écrivant son livre, hein, qui est signé de lui. Et je me suis aperçu, vous savez, dans quasiment tout journaliste sommeille un romancier plus ou moins frustré, plus ou moins talentueux, évidemment. Et moi, en fait, ça s'est passé une après-midi donc, au Groenland où j'avais commencé à écrire et je me suis aperçu que j'adorais enchaîner les heures derrière mon ordinateur et raconter une histoire sur la longueur, ce que nous, journalistes, n'avons pas le temps de faire. Donc voilà, le virus est parti de là. D'accord. Alors, c'est vrai que bon, vous êtes journaliste, donc il y a quand même quelque chose de très fort avec l'écriture. Et puis, on va quand même s'arrêter sur vos deux premiers romans un peu. On va passer un peu rapidement, mais je pense que c'est important pour comprendre l'américain. Votre premier roman s'intitule Ciel d'acier, et en fait, en qualité de journaliste, vous êtes donc parti à New York, c'est ça, correspondant permanent pour l'AFP. Et puis, c'était à quel moment et qu'est-ce qui s'est En, passé? en fait, j'étais correspondant donc, de l'agence France Presse donc, à New York au moment du 11 septembre 2001. Donc, vous imaginez bien, c'est une énorme histoire pour tout le monde, mais évidemment pour nous aussi. Et parmi la multitude d'histoires que j'ai trouvées au moment et surtout après donc, ce qu'on a appelé 9/11, il y avait celle des Indiens Mohawks, donc les Mohicans. Les Mohawks qui construisent les gratte-ciel, non soi-disant, d'après la légende urbaine, pas le vertige, qui est en fait long comme vous et moi. Je suis tombé sur un de ces Mohawks qui a accepté. Alors, c'est assez marrant. Moi c'est une attitude que j'ai pas mal appréciée. En fait, vous savez, nous les journalistes, on est souvent confrontés aux gens de la communication qui ont quelque chose à nous vendre. Et les Mohawks, pas du tout. Donc, eux, ils font ça depuis 6 générations. Et ils construisent les gratte-ciel depuis la fin du 19e siècle. Ils ont construit tous les grands gratte-ciel de New York et ils étaient là pour déconstruire le World Trade Center. Moi, j'ai adoré cette histoire tout de suite, hein, parce que ça fait appel à tout un tas de ressorts. Moi, j'ai lu Le Dernier des Mohicans quand j'étais un petit garçon. J'adorais cette histoire. John l'Enfer, que j'avais adoré aussi. Et je suis rentré, donc j'ai fait une série d'articles sur eux, et je suis rentré donc à Paris en 2003 avec quelque part dans un coin de ma tête l'idée que l'histoire de ces Mohawks, ça ferait un magnifique roman. J'étais même un peu étonné, à vrai dire, qu'un Canadien ou un Américain ne l'ait pas écrit avant moi. Et ce qui a fait que quand j'ai terminé le récit de Nicolas Dubreuil, au lieu de continuer à prêter ma plume à d'autres, je me suis dit, bon, ben, cette fameuse histoire, ce fameux roman là dont tu pensais que quelqu'un l'avait écrit, tu vas essayer de l'écrire. Voilà, et ça a donné Celle d'acier.
Ouais, ça a été d'ailleurs un premier roman et un premier succès finalement peut-être plus. Alors je signale donc à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que Ciel d'acier est disponible en point seuil et que c'est absolument passionnant. Donc après ce deuxième roman, vous réitérez avec l'aventure. Vous êtes quand même un aventurier, hein. Vous aimez ça, vous en tout cas. Depuis, mais vraiment, depuis Ciel d'acier, je me suis tenu à une ligne et je pense que je la suivrai toujours. Je, je voudrais écrire des romans que j'aurais envie de lire, hein, tout simplement. Ce livre imaginaire dont j'étais sûr qu'il existait, j'aurais aimé qu'il soit comme ça. Voilà. Et donc ensuite, le deuxième est né aussi d'une rencontre, le troisième aussi d'ailleurs, je pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin. Et il se trouve que donc, quand j'étais à New York, et ça c'était antérieur, c'était en 2000, je vais sur une petite île qui s'appelle Nantucket, au large de Boston, sur laquelle la tradition voulait qu'on chasse la baleine. Moby Dick, en fait, dans Moby Dick, le bateau part de Nantucket et un historien local raconte l'histoire vraie qui a inspiré Melville pour écrire Moby Dick. Donc, toujours pareil, j'ai envie de raconter ça, j'ai envie d'aller voir Nantucket. Et donc, ce monsieur, charmant dans son bureau, me raconte son histoire. Et au détour d'une phrase, il dit mais vous savez, ici, au milieu du 19e, la chasse à la baleine a quasiment disparu, a périclité, mais très très vite, parce qu'en fait, ils ont pris leur bateau et ils sont partis en Californie chercher de l'or. La première ruée vers l'or, celle qui a créé San Francisco, 1848, assez mal connue en fait. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que je n'ai pas oublié. J'ai dû faire un petit signe kaléidistique dans mon cahier. Et je me suis dit, quand même, les chasseurs de baleines de Melville qui partent, vous voyez, genre Melville rejoint Jack London, quoi, quelque part. Moi, c'est des auteurs que j'adore. Et donc, j'avais déjà la... Ouais, en fait, le plus difficile, c'est le premier. Ah oui. Le premier, quand vous commencez, vous êtes quasiment certain de même pas arriver au bout, encore moins qu'un éditeur va l'éditer et encore moins que des lecteurs vont le lire. C'est un vrai saut dans l'inconnu. Hein. Mais moi, j'étais tenu par la qualité de mon histoire. J'adorais mon histoire. Je savais que l'histoire des Mohawks, c'était vraiment une belle histoire. Et donc, ça m'a tenu jusqu'à la fin. Hein. Je disais à tous mes amis, vous savez, je ne suis pas sûr si ça va être bien. Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais je vous garantis que l'histoire, elle est magnifique. Et moi, les histoires, c'est mon travail. Hein. Ça fait des années que je raconte des histoires en cours. Donc là j'ai apprécié d'écrire sur la longueur. Et donc, une fois que vous avez fait le premier, que des lecteurs l'ont apprécié, que les éditeurs l'ont publié, quelque part, le deuxième, c'est moins difficile. Parce que vous avez un petit peu la manière, vous savez comment il faut faire, et surtout, vous vous dites, je vais me raconter cette histoire. Et puis ça plaira aux gens qui aiment même genre d'histoire que moi. Et alors là, combien il y en a, j'en sais rien du tout. Donc le deuxième roman, effectivement, s'appelle Sequoia. Il est paru donc là aux éditions du Seuil d'abord, et puis donc en point seuil, il y a peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, je Il y ne a sais 2 ans. plus. Il y a 2 ans. Donc finalement la ruée vers l'or, mais on vous en dit pas plus parce que c'est beaucoup plus subtil que la ruée vers l'or. Et puis bon, vous êtes dit jamais 203, c'est ça? Comment est Oh non, venu le non, non. troisième? Ah non, c'est même plus que ça, c'est même devenu une vocation. C'est que je vais plus m'arrêter maintenant. J'ai je sais pas, une dizaine d'histoires dans ma petite besace. C'est l'avantage d'être reporter. Hein, on est payé pour voyager, pour trouver des histoires. Et donc, oui, c'est devenu une vraie vocation. C'est-à-dire que là j'ai entamé le quatrième, donc je suis dedans. Donc, l'Américain, encore une fois, une rencontre. Hein. Nous sommes, donc ma femme et moi, en vacances à Marettimo, qui est une petite île au large de Trapani, l'archipel des Égades, tout à l'ouest de la Sicile. Et là, je rencontre un Américain
qui a un vrai accent de Los Angeles. On commence à discuter. Il me dit qu'il est casque bleu à Bagdad. Alors moi, Bagdad, j'y étais quelques mois avant, donc on commence à discuter. Le travail des casques bleus. Pour nous, c'est toujours intéressant, les casques bleus, c'est toujours des sources d'histoire. Et au détour d'une phrase, je lui dis, mais pourquoi vous êtes ici, vous êtes en vacances? Il me dit, ah oui, mais c'est pas par hasard. Moi, je suis ici parce que toute ma famille vient d'ici. J'habite à Monterey, en Californie. Et à Monterey, on est 6000 à descendre des pêcheurs de sardines de Maritimo. Alors, je lui dis, ah oui, mais pourquoi? Et alors moi, tout de suite, Monterey, la sardine, ça me rappelle mon auteur préféré parmi tous les écrivains, c'est John Steinbeck, dont j'ai lu et relu tous les livres, notamment La rue de la Sardine, Tortilla Flat, tout ça, ça se passe à Monterey. Et donc, je lui en parle tout de suite et il me dit, ah mais oui, bien sûr, tout à fait. En fait, les pêcheurs de sardines de Steinbeck, donc le boom de la pêche à la sardine au début du XXe siècle à Monterey, une bonne moitié des pêcheurs sont des Siciliens. Ah, mais comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce que c'est des très bons pêcheurs de sardines. Hein. En Sicile, on pêche la sardine depuis l'époque romaine. Et en fait, il commence à me raconter l'histoire de cet entrepreneur qui construit une grosse usine pour mettre les sardines en boîte à Monterey. Les sardines, il y en a plein la baie. Et lui, il n'en a pas assez des sardines. Ces pêcheurs, ce sont des Chinois et des Japonais. Ils n'ont pas bien la technique et ils tombent sur un monsieur Pietro Ferrante qui a sa statue maintenant d'ailleurs à Monterey. Et monsieur Ferrante, qui est un pêcheur sicilien, dit à l'entrepreneur, mais vous savez, nous en Sicile, on a des filets et puis on a des pêcheurs qui vont vous attraper beaucoup plus de poissons que ça. Et donc le gars lui dit, voilà l'argent, fais venir un de tes cousins avec des filets, on va voir. Le cousin arrive 2 mois plus tard. Et c'est la pêche miraculeuse, hein, ça marche très bien. Et à partir de là, une filière d'émigration de la Sicile à la Californie s'est montée. Il se trouve que moi, je suis fils d'immigrés italiens, hein, par ma mère, mais il a immigré à Carcassonne, hein, en train, donc c'est beaucoup moins aventureux. Donc j'ai toujours beaucoup aimé les histoires d'émigration. C'est pour ça que je suis pas mal fasciné par les États-Unis, ce pays des migrants. En gros, chaque famille est une histoire. Et c'est quasiment toujours des belles histoires. Donc voilà, je suis parti de là. Et donc avec mon expérience de mes 2 premiers, je me suis dit, bon, tu vas incarner cette histoire. Donc un pêcheur sicilien, la Sicile, donc la mafia, hein, évidemment, avec la volonté absolue de ne pas s'approcher du parrain. Hein, Alors là, on bascule dans la fiction, c'est-à-dire que vous avez le socle historique avec effectivement donc ce pêcheur de sardines qui vient, et là-dessus, vous brodez une histoire. Voilà. Il est pêcheur, donc je savais dès le départ que mon héros serait un pêcheur de Maritimo. Alors pourquoi partir? Alors, c'est un peu trop simple, hein, je ne vais pas raconter qu'il part pour pêcher la sardine. Donc à partir de là, j'ai lu une bonne dizaine de livres sur la mafia, et notamment sur l'origine de la mafia. Parce que moi, le premier, je me posais la question, comment c'est né la mafia? Vous avez tout un tas de rumeurs. Les mafieux eux-mêmes aiment bien faire croire que ça remonte au Moyen-Âge, que c'est très, quelque part, il y a une certaine noblesse. En fait, pas du tout. Ça date du milieu du 19e. Et dans des circonstances en fait socio-économiques tout à fait bien connues et étudiées maintenant. Et il se trouve qu'en lisant les livres d'histoire, je suis tombé encore une fois sur des histoires. Maintenant, ça y est, ma technique fonctionne, hein, donc je sais ce dont j'ai besoin, donc je m'inspire de faits réels, j'invente mes personnages. Parfois, alors, je me tiens absolument aux grandes dates, évidemment, vous ne pouvez pas toucher à ça. Dès le départ, je voulais, parce que ça c'est quelque chose qui me venait en fait de Sequoia, San Francisco, une des grandes dates de l'histoire de San Francisco, c'est 1906, le tremblement de terre. Le fameux tremblement de terre qui a en grande partie détruit la ville, surtout les 3-4 jours d'incendie qui ont suivi ont brûlé San Francisco aux 3/4. Et donc, dès le départ, je me suis dit, je voulais que mon héros soit dans le port de San Francisco le matin du 5 avril 1906. Donc, j'ai calé toute l'histoire sur cette date-là, parce que celle-là, évidemment, vous ne pouvez pas y toucher. Et donc, à partir de là, je suis parti, oui, d'une histoire de mafia, de
pourquoi il doit partir? Tout simplement parce qu'en fait, il est poursuivi par la mafia et il part en Amérique où il va lui arriver tout un tas d'aventures. Alors peut-être quand même, parce que il n'est pas tout seul hein, dans ce livre. Hein. On a l'impression qu'il part tout seul comme ça, poursuivi par la mafia. Bon, mais en fait non. Enfin oui, mais non. En fait, il ne serait jamais parti en Amérique. En tout cas, si, il n'aurait jamais été poursuivi par la mafia. Si quoi? Non, Donc en est-ce fait, que vous pouvez juste nous raconter le début de bien l'histoire sûr. pour qu'on comprenne, En fait, pour que les lecteurs aient envie de le lire encore plus? En fait, Maritimo, très tôt, est devenu un lieu de vacances. Hein. On a toujours l'impression que les vacances, c'est quelque chose qui date des congés payés, mais pas du tout. Là. Les gens partaient en vacances même au 19e siècle. Et donc, c'était un lieu de villégiature pour certaines familles de Trapani, notamment, et notamment, donc, dans mon histoire, la famille d'un fontaniero, donc les ancêtres, les tout premiers mafieux, en fait, qui étaient les contremaîtres des grands vergers d'agrumes, de citron et d'orange. La mafia est née là, en fait. La mafia est née dans les vergers de l'ouest de la Sicile, parce que, en fait, et ça remonte, et là, ça remonte au XVIIIe siècle, pratiquement même à la fin du XVIIe, où les marines françaises et anglaises, essentiellement, s'aperçoivent que pour lutter contre le scorbut, qui décimait leurs équipages, il n'y avait rien de mieux que les citrons et les oranges. Donc les citrons des grandes plaines de citronniers de la Sicile se sont mis à valoir très cher. On envoyait des caisses de citrons en France, en Angleterre, très vite en fait aux États-Unis. Et donc les premiers mafieux sont les contremaîtres de ces grands domaines agricoles qui se sont mis à voler leurs patrons, à racketter en fait une partie de la récolte, et ont acquis une puissance qui est devenue telle que plus personne ne pouvait rien contre eux. Et alors maintenant de nos jours, évidemment, ils font encore que, je ne suis pas sûr qu'ils fassent plus ça tout à fait d'ailleurs. Donc voilà, la fille d'un des grands fontaniers de Trapani part en vacances à Maritimo et rencontre Vittorio, donc mon pêcheur. Donc il tombe amoureux, ils se rencontrent, ils se revoient à Trapani. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Le père est mis au courant parce que ces gens-là savent tout ce qui se passe chez eux, et n'accepte pas que sa fille soit déshonorée, comme il dit, par un misérable pêcheur. Et il envoie son fils aîné pour régler son compte à ce misérable qui a osé porter la main sur sa fille. Et voilà. Et à partir de là, l'histoire s'enchaîne, donc ça se passe pas bien pour le fils aîné, hein, j'en dis pas plus, mais Vittorio doit partir. Ça c'est une scène que j'ai eue en tête très très vite, bien avant de l'écrire, la scène où le village, l'île se regroupe et lui dit « tu dois partir cette nuit, si tu restes ici, ils vont tous nous tuer ». Parce que la mafia, hein, ce qui est devenu Cosa Nostra, a toujours été très implacable, hein, pour tout un tas de choses. Et donc, il savait très bien qu'il pouvait pas rester, en fait. Donc, il a tout abandonné, il est monté sur son petit bateau, il est parti à Naples, de Naples, il est parti à Gênes, où partaient les grands transatlantiques et les bateaux qui partaient en Amérique. Alors, il y a donc ce personnage, effectivement, qui porte le roman et qui sert, en fait, justement à dresser un peu ce tableau finalement, des émigrants aussi italiens en Amérique. Et puis, moi, j'ai eu l'impression aussi que c'était la première fois que vous mettiez dans votre roman un personnage de femme assez fort, parce que c'est vraiment le deuxième personnage principal, cette jeune fille, qui aime passionnément ce pêcheur et qui va être prête finalement à risquer sa vie pour aller le retrouver. Oui, tout à fait. Elle s'appelle Anna, donc c'est la fille de Fontaniero. Et c'est vrai que moi j'envisage pas mes héroïnes. C'est peut-être un travers d'ailleurs, mais j'aime toujours les personnages féminins forts. Vous voyez, en fait, le personnage le plus important dans Les raisins de la colère de Steinbeck, c'est pas tellement Tom Joad
donc le héros, celui qui a été si bien joué par Peter Fonda dans le film, mais le vrai personnage, c'est la mère. Ma, comme ils disent. La mère, c'est elle qui tient la famille. C'est un personnage absolument magnifique. Donc, moi, je suis toujours attiré par les personnages de femmes fortes qui prennent en main leur destin, qui ne se laissent pas faire, qui vont lutter contre leur statut de femme. Elle est bon, le mafieux a 3 fils et une fille. Elle est destinée à se marier en gros avec le fils d'un grand clan pour les intérêts du clan. Bon, et ben, elle ne va pas accepter ça. Et effectivement, elle va partir à sa recherche. Bien évidemment, on est en 1902, donc il n'y a pas Internet et c'est pas où il est. Mais elle va partir à l'aventure, à la recherche de Vittorio. Donc c'est toute la trame du roman, c'est vont-ils se retrouver? Comment va-t-elle le retrouver? Lui ne sait pas qu'elle la cherche, jusqu'à la scène finale. Voilà, alors on n'en dit pas plus, simplement pour ceux qui nous écoutent, alors s'il vous plaît, ne lisez pas la scène finale, parce que ce serait vraiment gâcher tout le roman. Et puis ensuite, je vous conseille d'écrire à Michel Moutot pour, Oui, voilà, pour vous indigner ou lecteurs, trouver qu'au contraire, c'est une merveilleuse fin. c'est vrai qu'il y a des lecteurs qui font ça. Moi, je sais que je ne le fais pas parce que justement, je veux pas risquer de dévoiler quelque chose qui ne doit pas l'être. Et c'est vrai que ça a été un souci. Je me suis dit, ah, mais si jamais le lecteur va Jamais. direct à la fin, bon, et puis je me suis dit, bon, ben, tant pis pour lui. Hein, Oui, c'est vrai pas que tout, tant pis pour lui ou pour elle. Hein. Mais bon, bah, bon, en tout cas, lecteurs, soyez avisés. On vous conseille de lire toutes les pages du début à la fin, comme voilà, et vous allez vraiment être de toute façon happé par l'histoire, voilà, et happé par l'histoire, et puis aussi par le fond historique. Donc, à chaque fois que je vous lis, je me dis, mais il a dû passer des heures et des heures à rechercher, etc. Donc, quelle est un peu la part dans la construction de chacun de vos romans, en fait? Quel est le temps consacré à la documentation, le temps consacré à l'écriture? Est-ce qu'à un moment, on se dit, bon, bah, stop, c'est bon, j'ai assez de documentation, je m'y mets? Est-ce qu'on commence comment ça se passe, en fait? Quelle est la cuisine? Alors, moi, la documentation, d'abord, c'est une partie que j'adore parce qu'il se trouve que je vais sur place. Hein, c'est la première chose que je fais, c'est j'y vais. C'est-à-dire que là, on était donc à Maritimo. Je suis allé à Gênes, hein, où il y a un musée maritime absolument magnifique avec des pièces entières sur les migrations italiennes. Je suis allé à Monterrey. Moi, c'est quelque chose, c'est une partie du travail que j'adore. C'est même pas un travail, hein, c'est un vrai bonheur. Et tout ça en combien de temps, en fait? En combien de mois? Est-ce que ça a pris 1 an de recherche, 2 ans? Est-ce que c'est du 1 an et concentré? demi. Un an Un et an et demi, demi, ouais. ben non, parce que moi je suis donc à l'AFP, donc je fais ça pendant mes vacances. Mais là, par exemple, en décembre dernier, j'ai passé 3 semaines en Californie pour le prochain qui va se passer dans la même région, en fait, à Big Sur, donc au sud de Monterey, où j'ai passé 3 semaines. Et moi, c'est des moments que j'adore. Ça me rappelle vraiment le reportage, sauf que vous n'avez rien à écrire pour le moment. Hein, vous allez voir les lieux, les gens, vous vous renseignez sur l'histoire. Alors, il se trouve que moi qui suis passionné par les États-Unis, les Américains ont une histoire récente, mais qui les passionne. En fait, et ils la vivent au quotidien beaucoup plus que nous. Vous avez des historical societies, comme ils disent, absolument partout. Le moindre petit village a une historical society. Quand vous leur dites que vous venez de Paris et que vous êtes intéressé par leurs histoires, ils vont se mettre en 8. Les Californiens ont une réputation pour être assez accueillants. Moi enfin, il y en a 4 par exemple à San Francisco, je les connais maintenant, ils commencent à bien me connaître parce qu'ils me voient souvent. Et alors là, ils vont vous sortir des choses. Et parfois, c'est même des originaux. Vous voyez. Pour Sequoia, ils m'ont sorti de boîtes en carton, dans du papier de soie. Vous aviez les comptes rendus des chercheurs d'or, les vrais. Donc, vous ouvrez ça, c'est un peu comme si… Ah, c'est émouvant, non? Ah, moi, j'adore. Donc, vous touchez l'histoire. Et alors, j'ai mes cahiers et j'écris. Maintenant, je sais…
énormément travaillé pour Ciel d'acier. Maintenant, un peu moins parce que je sais exactement maintenant à l'avance ce qu'il me faut. Et je sais aussi quand j'en ai assez. Vous voyez, là, je viens de commencer le prochain, donc il va s'appeler Route One, donc l'histoire de la construction d'une route. Le prochain qui est en cours d'écriture ou qui est en Voilà, cours de documentation non, non, je suis au tout début. de Je suis l'écriture? au tout premier chapitre. Ouais, ouais, ouais. J'ai terminé la documentation et ça, ben, pareil, ça m'a pris 1 an à peu près. Donc, mais entre lecture de livres et puis reportage sur place. Et alors, on est pendant ce temps à la fois de documentation et d'écriture, j'imagine qu'on est complètement habité par son projet, quoi. Donc, est-ce que c'est pas un peu difficile parfois de revenir dans la vraie vie, entre guillemets? Dire, Euh, non, mais c'est-à-dire que vous y êtes tout le temps. c'est Euh, ça, on est à cheval entre les deux. vous y êtes tout le temps, mais comment dire? C'est quelque part dans un coin de votre tête. Ça, c'est assez marrant. Vous vivez avec votre histoire, avec vos personnages. Moi, je fais pas mal de vélo, hein. Je passe beaucoup de temps à faire du vélo. Et c'est très souvent en pédalant, sans vraiment y penser, que les idées me viennent. Et je rentre souvent à la maison en disant à Sophie, ma femme, dis donc, regarde ce que j'ai pensé. Là, il va se passer ça. Et j'ai trouvé par exemple la fin de Route One. Ça, c'est la première fois que je pars en ayant trouvé la fin. Parce que, Ah, en rétro-pédalant, là. voilà. Et alors, comment ça vient? Ben, tout simplement parce qu'en fait, à force de vivre avec les moments, les lieux, les histoires, un peu comme si votre cerveau, ça se fait peut-être la nuit d'ailleurs, pendant que je dors, comme si votre cerveau faisait son travail dans son coin, en fait, et vous vous racontez l'histoire. Hein. Il y a un auteur anglais, je sais plus, j'ai oublié son nom maintenant, qui a dit cette phrase qui m'a toujours amusé. Il a dit j'écris des livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Ben c'est un peu ça, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, Route One, j'ai le début, j'ai même plus que le début, j'ai pratiquement le premier tiers. J'ai la fin, mais j'ai pas le milieu. Et là, du coup, je suis beaucoup moins inquiet. Je sais que ça va venir. Parce qu'en fait, vous avez la logique de l'histoire. On peut tout simplement pas tout inventer en même temps. Hein. Et donc, à force de vous raconter l'histoire, ben les choses vont s'enchaîner. Il faut être assez implacable. Hein. Il faut être prêt à tailler tout un tas de trucs, à renoncer à des choses qui vous semblaient de bonnes idées, mais en fait qui ne le sont pas. Avant même la première lecture ou relecture, hein, moi j'ai la chance d'avoir une lectrice fidèle et extrêmement talentueuse. Donc c'est ma femme Sophie qui lit au fur et à mesure et je tiens énormément compte de son avis. Et c'est vrai qu'en faisant des allers-retours comme ça, ben, vous allez construire votre histoire petit à petit. Et je me revois en train d'écrire Ciel d'acier, évidemment, absolument pétri d'incertitude, de me dire oh mon Dieu, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien? Mais de notre côté, j'avais une telle matière. Oui. L'histoire de Cynthia Mohawk, c'est une matière qui est tellement belle que je n'étais pas si inquiet que ça, en fait. Et donc là, la construction, donc c'est Route One, donc c'est la fameuse Highway One, donc la route qui longe la côte de Californie, et ça c'est parti parce que c'est un coin où on va souvent, où je me suis dit depuis longtemps, la construction de cette route, ça doit être une histoire. Et quand j'ai creusé, j'ai été absolument surpris, c'était même beaucoup mieux que ce que j'avais pu imaginer. Mais Donc là-dessus, je suis assez tranquille. alors justement, est-ce que finalement, vous avez l'impression d'être différent? Est-ce qu'il y a le Michel Moutot avant d'être écrivain, le Michel Moutot d'après l'écriture? Qu'est-ce que ça change finalement dans la vie presque de tous les jours? Parce que si vous dites que vous êtes habité, je veux bien le croire, hein, avant, vous n'étiez pas habité avant d'écrire toutes ces histoires. Moi, Le Michel Moutot était-il différent ou pas? pas tant que ça, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours raconté des histoires. Moi, je suis journaliste, mais par exemple, vous voyez, à l'AFP, je suis à 4 ans de la retraite, je crois, 3-4 ans de la retraite. J'ai jamais accepté le moindre poste hiérarchique que ce soit, parce Dans que je quel voulais… domaine, d'ailleurs, vous n'avez pas dit dans quel domaine de euh, journalisme? alors là, j'ai travaillé, je viens de passer
13 ans à couvrir les histoires de terrorisme international. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré de New York en 2003. J'ai été en poste à Beyrouth, je connais bien le Moyen-Orient, donc Al-Qaïda, Ben Laden, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et je suis rentré en 2003 en disant à mes rédacteurs en chef, vous savez, ces gars-là, on en prend pour un bon moment. Ce pas des fous furieux qui font n'importe quoi. Ils ont des logiques, ils ont une logique qui est la leur, mais on ferait bien de s'en occuper parce qu'ils ne vont pas disparaître facilement. Et j'ai bossé là-dessus pendant donc, des années. Et là, je viens de terminer. Et alors, j'ai pris un travail volontairement qui me laisse plus de temps. En fait, je suis ce qu'on appelle le desk, c'est-à-dire le service de relecture, qui est objectivement pas passionnant chez nous, mais qui laisse beaucoup plus de temps. Donc, je suis en fait en transition. Je suis en train de devenir plus écrivain que journaliste. Mais moi, j'ai toujours raconté des histoires. Oui, donc pour revenir à ma question, en fait, ouais. Bon, il y a une continuité, il n'y a pas de… J'ai couvert une vingtaine de conflits et j'ai beaucoup, par exemple, beaucoup travaillé avec les cartes. J'ouvrais une carte et quand vous savez lire une carte, la carte va vous raconter l'histoire. Et très souvent, je me suis retrouvé à dire à mon interprète, on va aller là, dans ce village-là, parce qu'il doit y avoir quelque chose. Et ça ne marchait pas à tous les coups, mais assez souvent, vous alliez tomber sur… la réalité a beaucoup plus d'imagination que nous. Et donc, notamment, moi, j'ai couvert toutes les guerres de Yougoslavie pendant plusieurs années. Et je suis tombé souvent sur des histoires extraordinaires. Donc moi, ça, la volonté de raconter des histoires, c'est pour ça que j'ai renoncé à toute promotion hiérarchique, parce que vous savez, ça se passe dans beaucoup de professions. En fait, dès que vous montez un peu de la hiérarchie, ben, vous vous coupez du terrain. Et moi, de plus faire de papier, donc de plus raconter des histoires, ça m'était insupportable. Donc, en fait, j'ai trouvé un moyen de raconter d'autres histoires d'une autre forme, évidemment, avec énormément de place, même toute la place du monde. Mais la nature même, moi, j'ai un espèce de petit signe dans mon cahier quand l'histoire est bien ou potentiellement bien. Je l'ai toujours regardé. Donc, en fait, ça n'a pas tant changé que ça. Et alors, par contre, en vous écoutant, je me disais, bon, et c'était d'ailleurs une question que je voulais vous poser, vous auriez pu aussi écrire sur Al-Qaïda, vous auriez pu écrire des histoires qui se passent maintenant. Or, les 3 livres jusqu'à présent, bon, peut-être Ciel d'acier un peu plus, mais finalement, ça se passe toujours dans le passé, c'est toujours des récits historiques. Oui, alors, Al-Qaïda, le terrorisme, j'ai refusé 4 fois ou 5 fois, je crois, tout simplement parce qu'on a un gros avantage à l'agence, c'est qu'on n'a aucune limite de place. On a toute la place du monde. Et moi, j'ai régulièrement dit aux éditeurs qui me proposaient de faire un bouquin là-dessus, je leur ai dit, vous savez, tout est sur le fil, ce qu'on appelle le fil de l'agence. Et surtout, j'y passais mes journées. C'est pas des histoires très drôles, hein, parce que à la base, il est question de terroriser les gens et d'en tuer le maximum. Et je ne me voyais pas du tout y passer toutes mes vacances, tous mes week-ends, le matin tôt avant d'aller bosser. J'avais besoin de m'évader un petit peu. Alors, ce que je faisais, c'est que je leur demandais des sommes énormes et surtout, je leur disais, vous allez me payer à me documenter pendant 1 an. Et je dois aller aux 4 coins du monde. Alors, évidemment, ça leur Là, fait… ça les calmait. Je leur disais, on va faire ça comme les Américains, vous savez. Donc, vous allez me donner énormément d'argent pour beaucoup de frais. Je vais aller en Arabie Saoudite, où c'est quasiment impossible d'aller. Alors là, évidemment, ça les arrêtait tout de suite. Mais en fait, non, je n'avais pas envie. Moi, D'accord, mais bon, en fait, c'est quand même, disons, est-ce qu'on peut parler de roman de cap et d'épée finalement? C'est ça qui vous intéresse, c'est le picaresque, c'est l'aventure. D'abord, j'aime beaucoup le tournant le début du XXe siècle. Hein, c'est une période que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement romanesque. Euh, En fait, moi, j'aime les histoires. Vous voyez, les belles histoires. Et donc, les chercheurs d'or, les baleiniers qui deviennent chercheurs d'or, les Mohicans qui construisent des gratte-ciel, les bagnards de Saint-Quentin, parce que c'est eux, en fait, qui construisent la route le long de la Californie.
Moi, c'est une histoire que j'aurais aimé lire. Hein. Moi, j'en reste vraiment là. Il faut que vous êtes en fait votre premier lecteur. Parce que tout simplement, quand vous allez trouver une bonne idée, un développement, quelque chose qui est vraiment bien, tout simplement 5 minutes plus tôt, vous ne l'avez pas trouvé. Hein, et vous allez vous raconter l'histoire. Et ça, c'est des moments de bonheur intense quand vous trouvez quelque chose dont vous savez que c'est bien. Ça, en tant que journaliste, on le sait tout de suite. Hein. Moi, j'enseigne assez régulièrement à l'école de journalisme de Lille et je dis souvent à mes étudiants qu'il y a un moment absolument magique dans le journalisme, quand on est reporter, c'est qu'on tombe sur une belle histoire. Hein. Vous êtes derrière votre cahier, vous commencez à prendre des notes et vous vous dites « Nom de Dieu, c'est pas vrai, il s'est passé ça ». C'est pour ça que j'ai beaucoup couvert de conflits, parce que les conflits, évidemment, c'est terrible, mais c'est quand même des sources d'histoire absolument ahurissantes. Hein. J'ai passé plus de 3 ans dans Sarajevo assiégé. Vous prenez une grande ville comme Sarajevo, vous lui appliquez un siège datant du Moyen-Âge, mais avec des vrais canons. Et à l'intérieur de cette ville, vous allez trouver des histoires que vous ne pouvez pas inventer. Hein. Et moi, malgré tout le travail à l'AFP, on a toujours beaucoup de boulot. Tout le travail que j'avais à Sarajevo, j'ai toujours grappillé du temps de ci, de là pour aller voir les gens et raconter leur histoire. C'est ce que j'ai toujours aimé. Donc ça veut dire que peut-être on aura une histoire qui va se passer à Sarajevo un de ces jours. C'est quand même très tourné vers les États-Unis à chaque fois. Sarajevo, je ne sais pas. On aura, je pense, enfin, après Route One, ça se passera en partie à Paris, avec la construction de la Tour Eiffel. Ça, je sais aussi, parce que c'est un autre de mes dadas, j'adore la Tour Eiffel. Et la façon dont elle a été construite, c'est une sacrée histoire aussi. Ah ouais, donc bon, il y en a encore, il y en a beaucoup à raconter, beaucoup, beaucoup, Il y beaucoup. en En a fait, c'est le plein. temps qui manque peut-être, ou je sais Oui, pas. oui, oui, non, absolument, c'est le temps qui Donc manque. vous avez des petits cahiers, vous notez dans les cahiers, Oui, et puis j'ai des, après vous vous mettez à l'ordinateur. j'ai des cahiers, j'ai des chemises. Alors, pour Ciel d'acier, parce que je pense que je voulais me rassurer, je passais des cahiers aux fiches Bristol, où je notais sur des fiches Bristol. En fait, je recopiais je perdais beaucoup de temps. En fait, je recopiais mes cahiers sur les fiches Bristol, mais je crois que les fiches me rassuraient. Maintenant, j'en fais plus. Ouais, 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 j'ai mes cahiers, j'ai les livres, j'ai mes notes, bien sûr. Et puis, à partir de là, il faut se lancer. Et puis alors bon, vous parlez aussi de effectivement votre première lectrice, bien sûr. Et puis il y a aussi l'éditrice qui a, j'imagine, l'éditrice du Seuil en l'occurrence. Quel Bien sûr, pas c'est un éditeur, moi. C'est C'est un éditeur, un d'accord. éditeur. Donc, Il s'appelle en fait, vous lui Damien donnez, Langlois. en fait, quelle est la relation, parce que je sais que c'est assez différent suivant les auteurs. Voilà, il y en a qui ont plus ou moins besoin d'être accompagnés. Oui, ben moi, pas tellement. Je lui ai donné une fois qu'il l'a terminé, mais en revanche, ce qu'il a fait, et ça la première fois, moi j'ai énormément apprécié, il a passé énormément de temps à relire, en fait. Il a beaucoup relu, beaucoup taillé dedans. En m'envoyant. Alors, il se trouve que j'étais en Californie à ce moment-là, donc avec le décalage, c'était assez marrant. Donc, moi je me levais déjà assez tôt. Je me lève déjà naturellement tôt, mais alors, avec le décalage, je me relevais vraiment très tôt. Et tous les matins, en fait, avant de commencer et de repartir en reportage, je lisais les suggestions qu'il avait faites. Alors, je m'étais mis d'accord avec lui, c'est que il n'était pas question qu'il m'impose quelque chose pour lequel je ne sois pas d'accord. Et donc, je passais 3-4 heures dès l'ouverture d'un Starbucks ou d'un café sur la côte californienne et je reprenais ses corrections. Et il a fait vraiment un boulot formidable. Vraiment, moi, j'ai adoré faire ça et je compte bien qu'on le fasse pour le prochain. Oui, donc ça a été un peu différent peut-être des précédents, d'après ce que je comprends. Non, le premier, donc, il était chez Arléa, mon éditrice chez Arléa a fait aussi un super travail. Par exemple, elle m'a fait couper 180 pages
L'histoire d'un ciel d'acier, en fait, il y a 4 périodes. Il y en avait une 5e et qui était trop différente des autres. Et une fois que j'ai eu fini, elle m'a dit, tu sais, ça va pas. Et moi, mon métier m'a appris à faire confiance aux professionnels, hein. En plus, vous êtes un primo-romancier, vous pouvez pas, enfin, vous êtes tellement incertain de ce que vous faites. Et en fait, elle a complètement raison. Et elle m'a dit, je me souviens très bien, ça, ce sera un autre roman. Et elle a absolument raison. Et un jour, ça le sera, hein. Donc, j'ai 180 pages imprimées dans une pochette, qui est une autre histoire qui concerne un petit peu le Mohawk, mais ça a moins de rapport avec la construction des gratte-ciel. Et ça, c'est un vrai travail d'éditeur, de dire à son auteur, c'est 180 pages, donc sur laquelle tu as dû passer gentiment 6 mois, hein, un minimum, eh ben, tu vas tout couper. C'est pas facile, mais d'un autre côté, je me souviens très bien, je pensais aux réalisateurs de cinéma qui ont fait des scènes énormes avec des figurants. Ça a coûté des fortunes, ça a pris des jours, et au montage, ils ne le mettent pas. Ben, c'est un peu la même chose. Et le livre est bien meilleur comme ça. Alors justement, parlant cinéma, je me demandais s'il y avait éventuellement ou s'il y aurait des adaptations, si vous aviez déjà été contacté, bien que je pense que ce soit compliqué parce que bon, il faut effectivement, c'est un budget énorme, j'imagine, mais bon. Alors, le gros avantage de la littérature, hein, c'est que vous avez tout dans la tête. Donc, Ouais. moi, effectivement, j'aime bien raconter des grandes histoires où il se passe beaucoup de choses. J'aime bien les voyages aussi. Alors, c'est vrai que ce serait des gros budgets. Donc, il y a une productrice qui est passionnée par Ciel d'acier, qui essaye de trouver l'argent, mais pour l'instant, elle ne le trouve pas. Les droits ont été achetés pour Ciel d'acier aussi, oui, pour l'adapter au théâtre, ce que Ah oui. j'adorerais voir. Alors, uniquement la partie qui se passe à Grande Zéro, hein, dans les jours qui ont suivi le 11 septembre. Et ça, ce serait magnifique. J'espère vraiment que ça verra le jour. Mais je dois vous dire que quelque part, ce n'est pas vraiment mon problème. Moi, si quelqu'un veut l'adapter très bien, ce n'est pas moi qui le ferai. Hein, j'ai un ami producteur à qui j'ai raconté un petit peu Route One, qui a hâte que je termine, parce que il veut absolument. Là, ce sera peut-être plus simple, parce que Route One, il va y avoir une unité de lieu. Il n'y aura pas ces grands voyages. Autre chose que je voulais absolument raconter dans l'América, c'est Ellis Island. Donc, Ah oui, l'arrivée oui, à oui, il y Ellis a Island. un chapitre vraiment super, hein. On ne peut pas tout dire, hein, on a à peine 1 heure, mais enfin, tous les Moi, chapitres sont bien, mais celui-là est vraiment chouette. en fait, j'étais à New York au moment où ils ont inauguré le Ellis Island qu'on connaît aujourd'hui, après des mois et des mois de travail et de modernisation. Et c'est un musée absolument magnifique. Vraiment, moi, je le dis à tous les gens qui vont à New York, tous mes amis, on dit, passez du temps à Ellis Island. Si vous voulez comprendre les Américains, c'est là que ça commence. J'ai dû y aller, je ne sais pas, une bonne dizaine de fois. J'adore cet endroit. J'adore cet endroit, c'est super bien fait. Et même si je suis très loin d'être le premier à raconter l'arrivée des immigrants à Ellis Island, je savais que je voulais raconter ça. Tout simplement, c'était un espèce d'hommage à mon grand-père, en fait, qui lui est parti au Brésil avant de partir en France, mais qui aurait pu arriver à Ellis Island. Et c'est un endroit que je trouve, moi, incroyablement émouvant. Donc ça, je savais que ce serait une partie du livre et je me faisais une joie de la rencontrer. En tout cas, c'est vrai que bon, ça se sent dans les pages, en tout cas, hein, donc voilà, c'est et ça. D'ailleurs, ça pourrait être finalement, oui, cette adaptation au théâtre. Bon, peut-être, ouais. Ah non, l'adaptation au théâtre, c'est pour Ciel d'acier, Oui, c'est c'est pas pour pour. Ciel d'acier, ouais. Oui, parce Ouais. que le problème, si vous voulez monter Ciel d'acier au cinéma, ne serait-ce que même que la partie qui se passe donc à Ground Zero, bah, y a 2, 3 films américains qui ont été faits, mais les budgets sont énormes. Mhm. Alors qu'au théâtre, effectivement, vous prenez une poutre en métal, vous mettez une note dessus et une machine à fumer, et le décor, il est dans la tête des spectateurs.
moi, j'adore le théâtre. J'y suis allé tout jeune. Mes parents m'y ont amené parce que c'était des théâtreux. En fait, ils faisaient du théâtre amateur. Je suis toujours allé au théâtre. Et ce que j'adore moi, dans le théâtre, c'est qu'en fait, vous avez, avec un décor tout simple, hein, vous n'avez pas besoin de le construire. En fait, les gens le font eux-mêmes. Hein, vous allez au Théâtre du Oui. Soleil voir Ariane Mouchkine, elle va vous mettre un petit plateau avec 3 roulettes et la scène, vous la voyez. Donc, Oui, oui, mais c'est comme dans vos alors livres, qu'au hein. cinéma, c'est plus compliqué. Au cinéma, elle s'impose. Oui. Et juste avant qu'on termine l'entretien, j'ai quand même aussi une question à propos du titre et des titres d'ailleurs, les 3 titres. À quel moment est-ce qu'on se dit, ah bah tiens, ce livre-là, il va s'appeler L'América? Est-ce que si, une fois qu'on a trouvé le titre, ça aide ou est-ce que, voilà. Ah oui, alors les titres, c'est compliqué. Hein. C'est moi qui les ai trouvés parce que j'envisage pas qu'on m'impose un titre qui soit pas le mien. En revanche, c'est un vrai travail. Trouver un bon titre, ça vient pas comme ça. Donc là, moi, j'ai ma petite technique aussi. Il faut y passer des heures. Ciel d'acier, je l'ai trouvé dans un avion, je me souviens. Sequoia, je l'ai trouvé à Washington dans un café. Donc, je prends mon cahier et je note tous les mots qui pourraient quelque part être un titre. Mais à quel moment en fait? Est-ce que c'est pendant l'écriture? Est-ce que c'est après? Est-ce que ça dépend des livres? Ça dépend. Pour la première fois, Route One, par exemple, Route One, c'est Route One. Et ça ne sera rien d'autre. Je sais que ça va s'appeler comme ça parce que ça colle. Parce que c'est l'histoire de la construction de cette route numéro 1. Et j'aime bien la sonorité. Après, ça dépend. Parfois, c'est à la fin, parfois, c'est au milieu. Mais je sais qu'il y a un moment où je me dis, bon, maintenant, il faut trouver le titre. Et ça prend des heures et des heures et des heures. Il ne faut pas croire que… Enfin, moi, je crois très peu à l'inspiration divine qui vous tombe dessus. Hein. Un livre est un bon livre, mais c'est aussi un bon article, un bon film. C'est d'abord énormément de travail. Hein. Ça, il faut… Enfin, ça aussi, c'est aussi une chose que je dis à mes étudiants. Je ne rêvais pas, personne n'a jamais rien fait de bien sans énormément de travail. Les gens qui vous disent j'ai fait ça, vite fait, bien fait, en fait, ils mentent. Ils veulent se Non, faire ou passer alors pour c'est des pas gens. bien fait, ou alors c'est mal fait. Ou alors c'est mal fait. Mais si c'est bon, énormément de travail. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Mais moi, je trouve d'ailleurs qu'un bon livre, en fait, c'est la lecture qu'on fait entre les lignes, finalement. Il y a autant les lignes que entre les lignes qui comptent. Bien sûr, bien sûr. Et donc, il faut savoir suggérer des morceaux. En fait, oui, laisser sa part au lecteur. Oui, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que Steinbeck fait tellement bien, en fait. Si vous relisez Steinbeck, vous allez être surpris par l'économie de moyens, en fait. Par exemple, dans Les raisins de la colère, que pense Tom Joad? Ben vous le savez parce que vous avez lu le livre, mais vous l'avez déduit. Je vous mets au défi de me trouver une page où il vous raconte son état d'esprit. Et ce n'est pas la peine. C'est tellement bien fait que vous comprenez, parce qu'à la fin, vous êtes tellement lui qu'à sa place, vous penseriez la même chose. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire. J'essaye de suggérer pour que le lecteur comprenne ce qu'il a besoin de comprendre, et ce n'est pas la peine de le lui dire. Ouais, en fait, là, vous êtes presque en train de nous donner une leçon d'écriture et vraiment, on la prend et on la boit. Et voilà. Effectivement, tout à l'heure, je vous entendais dire, on avait l'impression que c'était facile. Oui, des histoires, ben voilà, j'en ai plein et puis je me mets à la raconter. Non, C'est non, pas non. si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Donc, ben, je sais pas, peut-être Excusez-moi, qu'on j'ai peut arraché s'arrêter mes et écouteurs. conclure. Voilà, peut-être qu'on peut s'arrêter et conclure justement sur le fait que les histoires, effectivement, ça s'invente, mais ça s'écrit, ça se travaille. Et vraiment, j'engage tous les auditeurs à lire ce livre. Je ne sais pas d'ailleurs, on n'a pas montré la magnifique couverture. Ouais, il y a Voilà, plein de messages je sur la la montre. couverture, justement. Voilà. Des messages disant qu'elle est sublime. Oui, Oui, la elle est très couverture est réussie. sublime. Donc, je Vraiment. laisse la parole à Nathalie, peut-être. Merci beaucoup, Michel, voilà, de nous Merci, avoir Nathalie.
donné envie de lire ou de relire même voilà, les 3 livres que vous avez écrits. Merci. Alors, je ne vais pas reposer toutes les questions parce que Nathalie a tellement bien travaillé et Michel, vous avez tellement déroulé votre histoire je ne vais pas vous faire répéter. Il y a donc plein de questions, il y a eu des réponses. Mais il y a une question de Marc qui demande quelle est l'influence du journaliste sur l'écrivain. Alors, elle est énorme, évidemment, mais en fait, paradoxalement, il faut, il faut essayer d'oublier que vous êtes journaliste quand vous devenez écrivain, et c'est pas facile. C'est pas facile parce que, vous voyez, moi j'ai 59 ans, je suis journaliste depuis très longtemps, donc j'ai tout un tas de réflexes, et je me souviens très bien le début de Ciel d'acier, quand je commençais à raconter 9/11, Ground Zero, et donc je le fais lire à mon fils aîné, qui est un grand lecteur, qui à l'époque devait avoir 20 ans, 21 ans, et il me dit Papa, c'est bien, mais on dirait un très long reportage. Il avait complètement raison, en fait. Et donc, j'ai tout repris. Il faut apprendre à oublier ce que vous allez faire. Pas évident, vraiment pas évident, parce qu'effectivement, vous ne devez pas faire un très long reportage. Vous devez faire un roman, et ce n'est pas la même chose. Donc, il y a tout un travail. Maintenant, je sais que j'ai pas mal progressé là-dessus. Ciel d'acier a des côtés très journalistiques, peut-être même un peu trop. Je sais qu'aujourd'hui, je ne l'écrirai plus de la même façon. Mais c'est vrai que bon, dans les récits, dans les descriptions, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire. Même dans on fait les papiers chez nous à l'agence s'appellent des dépêches. Même dans ma plus courte des dépêches, j'essayais toujours de raconter des histoires, d'écrire des lieux et surtout d'en donner juste ce qu'il faut pour que le lecteur comprenne. Ça, c'est la même chose. Donc voilà, c'est très utile, mais il faut apprendre à oublier ce que vous allez faire. Moi, Oui, je voulais juste, Oui, vas-y. peut-être juste rajouter quelque chose d'important, c'est que j'ai découvert Michel Moutot grâce à une auteure, une écrivaine, une femme de lettres extraordinaire qui s'appelle quand même Maëlys de Kerangal. Et donc, c'est elle qui, on faisait partie d'un jury et elle a dit il faudrait qu'on lise Michel Moutot. Et donc, voilà, c'est pour dire la qualité d'écriture de Michel Moutot, être remarqué par Maëlys de Kerangal. Moi, je dis chapeau bas. Ah ben, moi, je suis très fan de son travail. C'est une des très rares écrivaines françaises que je lis. J'ai absolument adoré Naissance d'un pont. Je me souviens très bien, j'étais au tout début, Naissance d'un pont, ça a failli me faire arrêter. Je me souviens de fermer le livre en me disant « Oh mon Dieu, j'y arriverai jamais, c'est pas la peine ». C'est un livre magnifique. Moi c'est mon livre, c'est le livre que je préfère de Mélis de Kerangal, avec Réparer les vivants aussi, évidemment, avec ses pages tellement. Enfin, moi je sais que vraiment, c'est un des auteurs, c'est un de mes auteurs préférés. Alors justement, je vais rebondir sur la lecture. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que le fait d'être romancier a changé quelque chose dans la façon de lire pour vous? Alors déjà, première chose, moi, quand j'écris, je n'arrive pas à lire de romans. Je pense que ça doit être assez. J'ai pas la disponibilité pour rentrer dans une autre histoire. Moi, j'ai toujours lu pratiquement exclusivement des auteurs américains. Non, pas seulement, mais au moins les trois quarts. Hein, j'adore la littérature américaine. Oui, peut-être on est peut-être moins indulgent. Encore que moi, depuis des années, j'ai le test de la page 80, en fait. Je vais donner à tous les écrivains 80 pages. Vous allez plus loin que moi, hein, parce que moi, c'est beaucoup plus court. Hein. Moi, c'est 80. Moi, c'est 60, moi. Ah, Ben voilà. Moi, c'est beaucoup plus court encore. Hein. Moi, si à la page 80, je ne suis pas accroché, j'arrête. Tout simplement parce que vous regardez n'importe quelle bibliothèque, hein, il y a des milliers de livres formidables qu'on ne lira pas parce qu'on n'aura pas le temps. Et donc, je sais que Sophie, ma femme, va s'accrocher. Je la vois très rarement lâcher un livre. Même quand elle ne l'aime pas vraiment, elle veut aller au bout. C'est une espèce de principe. Oui. Pas moi.
Je suis contre ce principe. Oui, non, moi non plus. Mais ça, je l'avais déjà. Bon, on a aussi, en tant que journaliste, on a aussi une façon de lecture en diagonale, hein. Moi, il y a des choses vraiment professionnelles. Je ne vous dis pas combien de bouquins sur le terrorisme j'ai lus, qui sont vraiment pas tous bons. Bon, moi, je lis beaucoup en anglais. Je lisais beaucoup en anglais. J'ai un peu plus de mal avec la littérature. Ça dépend. Ça dépend quels auteurs. Par exemple, j'ai lu Steinbeck en anglais parce que j'avais envie de saisir vraiment les nuances qui sont plus ou moins bien retranscrites par la traduction. Mais il y en a d'autres, j'ai trop de mal. Mon anglais est plutôt bon, hein, vous vous en doutez, j'ai passé des années aux États-Unis. Mais c'est là où vous voyez le génie de la langue. Vous avez certains auteurs, en fait, je ne comprends rien, ou pas assez. Donc voilà. Donc là, par exemple, donc ça fait quoi, 3 semaines que j'ai commencé à écrire. Je sais que c'est pas la peine que je lise de romans, j'y arriverai pas. Donc je fais une pile. Je fais une pile pour et je mets et donc dans l'année en fait qui sépare 2 livres, je vais lire tout ce que j'ai pas pu lire. Je peux lire des documents, des enquêtes. Bon, je dis en plus énormément les journaux, la presse, mais ça c'est une déformation. Mais en revanche, rentrer dans l'univers d'un autre écrivain, j'y arrive pas. Parce que en fait, je suis trop dans mon histoire. Parfait. Est-ce que Michel Moutot peut donner un conseil de lecture à nos amis lecteurs qui nous écoutent? Ce que vous voulez, un livre qui vous a marqué, soit une dernière lecture, vous avez carte blanche. Alors, bien évidemment, moi, c'est toujours celui dont je parle, hein, c'est Les raisins de la colère de John Steinbeck, avec Alès d'Éden aussi. Alès d'Éden, magnifique histoire. Alors, et chez les Français, donc Mélisse de Kerangal, donc Naissance d'un pont. J'aime énormément aussi Sor Chalandon, hein, qui est un collègue et un ami. D'ailleurs, on était ensemble beaucoup en Yougoslavie. Mais Mon traître, par exemple, et Retour à Killybegley, et ces histoires irlandaises, c'est absolument magnifique. Donc voilà. Parfait. Nathalie, un conseil lecture? Alors moi, bon, c'est vrai que je vais pas être très originale, mais lisez Ciel d'acier de Michel Moutot, donc en point-seuil. Et puis je vais vous dire aussi Maëlys de Kerangal, mais moi je ne choisirais pas celui-là, je choisirais Un monde à portée de main, qui est son dernier paru chez Folio et qui raconte en fait l'histoire d'une jeune étudiante qui va apprendre le trompe-l'œil dans une école en Belgique. Et c'est le début de le passage à l'âge adulte avec une passion dans les mains. Parfait. Alors, je vais rappeler à nos amis lecteurs qu'il faut absolument aller en librairie se procurer le livre de Michel Moutot qui s'appelle L'América, qui est paru aux éditions Seuil. Vous pouvez aller à la Garenne-Colombe, à la librairie de Nathalie, dans toutes les librairies de France, elles sont ouvertes. N'hésitez pas à aller tous en librairie, allez voir vos libraires, ils sont là pour vous conseiller de bons livres. Donc, Michel Moutot, L'América, aux éditions Seuil. Demain, on se retrouve à 19h avec Joël Deroné pour Petit éloge du surf, paru aux éditions François Bourin. Nathalie, un grand merci d'avoir animé cette belle rencontre. Michel, merci d'avoir été avec nous pendant plus d'une heure pour évoquer votre roman. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.